Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, 18 mois après la promulgation de la loi, 12 mois après l'entrée en vigueur des principales dispositions, nous nous retrouvons une fois de plus dans cet hémicycle pour débattre de l'abrogation de la loi de 2023 sur la réforme des retraites. En plus de ce texte-ci, une autre proposition de loi sera inscrite à l'ordre du jour à la fin du mois de novembre. Par ailleurs, des amendements ont été déposés et débattus à l'occasion de l'examen du PLFSS. Ce débat est parfaitement légitime. Nous débattons donc aujourd'hui de la proposition de loi des députés du Rassemblement national. Que proposait le texte initial de cette loi, comme le rappelle le rapporteur ? La suppression de l'augmentation de l'âge légal à 64 ans d'une part, et la suppression de l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, la réforme Touraine de 2014, dont la loi de 2023 accélérait la mise en œuvre d'autre part. 62 ans pour l'ouverture des droits, 42 ans pour la durée de cotisation. Le retour en arrière comme seule perspective. Financé par la seule fiscalité sur le tabac. Vous me direz qu'il s'agit d'un gage conventionnel. J'ai siégé sur ces bancs et j'en connais la pratique. Mais cette réponse est quand même un peu trop facile. Parce qu'un des enjeux majeurs quand on parle des retraites, c'est bien aussi celui du financement. Et débattre sérieusement des retraites suppose, à minima, d'expliquer où vous trouverez 3,5 milliards d'euros en 2025 et 16 milliards d'euros en 2032. C'est l'absence de financement qui justifie que la présidence de l'Assemblée nationale ait jugé irrecevables vos amendements pour établir les articles 1 et 2 au titre de l'article 40 de la Constitution. Et en matière de retraite, figurez-vous que le financement compte vraiment. Aujourd'hui, seulement 1 Français sur 2 dit avoir confiance dans le système de retraite et 2 sur 3 pensent que leur pension ne sera pas à la hauteur de leurs attentes. Or, c'est précisément, mesdames et messieurs les députés, la pérennité du système qui est au cœur du pacte de confiance qui fonde un régime de retraite par répartition. Ceux qui cotisent aujourd'hui doivent pouvoir bénéficier d'une pension demain et ils doivent pouvoir avoir confiance dans cette idée. Et en mettant de côté un instant cette question du financement, j'aimerais pouvoir vous dire, monsieur le rapporteur, que votre proposition dit aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais ce n'est même pas le cas. Parce que la réalité, c'est que pendant les débats sur les retraites, dans les manifestations, on a moins parlé de 2 ans de retraite en moins que de 2 ans de travail en plus. Et travailler 2 ans de plus, voilà la préoccupation principale des Français. Et voilà la question à laquelle nous devons tous ici apporter une réponse. Notre rapport au travail a changé. Il est devenu moins une fin et davantage un moyen. Le travail lui-même a changé. Depuis 40 ans, nous avons perdu la moitié de nos emplois industriels et la réindustrialisation initiée ces dernières années est une chose heureuse après des années d'errement stratégique sur la question. Nos nouveaux ouvriers sont des caristes, des transporteurs, des caissiers, des caissières, des aides-soignants, souvent la première et la deuxième ligne de la crise sanitaire. Les pénibilités du monde des services ne sont pas les mêmes que celles de l'industrie et sont plus méconnues. Un salarié sur 5, nous en avons parlé hier, est coincé au SMIC. La pandémie a consacré de nouveaux modes de travail et de nouvelles inégalités aussi, parce que pour 2/3 des employés, le télétravail n'est pas une option. Les freins à l'accès à l'emploi, on les connaît, notamment la garde d'enfants et les transports. Rappelez-vous, c'est de tout cela dont on a parlé. Et c'est de tout cela que votre proposition, mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, aurait dû mettre sur la table. Car le débat sur les retraites, c'est surtout le débat sur notre monde du travail, ici et maintenant, et sur comment on l'aménage pour qu'il soit soutenable tout au long de la vie.
Parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Il va falloir travailler plus, tout au long de la vie, mais aussi mieux, en continuant à intégrer mieux nos jeunes sur le marché du travail et en se maintenant plus longtemps sur le marché du travail quand on est senior, en bonne santé et avec les bonnes compétences. Et face à ces impératifs, les anxiétés sont légitimes. Parce que penser l'emploi et le travail entre 60 et 64 ans, c'est garder en tête 3 réalités. La première, c'est que les seniors aspirent, mais dans leur immense majorité, à une carrière complète suivie d'une retraite à taux plein. La deuxième réalité, c'est que bon nombre d'entre eux ne peuvent pas travailler du fait de l'agisme, de loin la première discrimination à l'embauche, comme ça a été signalé par la rapporteure des droits, la défenseure des droits. Et enfin, bon nombre d'entre eux ne le peuvent pas du fait d'une inaptitude physique après des années dans un métier pénible à forte usure professionnelle. Voilà la réalité. Et pourquoi est-ce que l'on n'a pas discuté de cela? Alors, avec les pré-retraites de Raymond Barre, on s'était dit que le meilleur moyen de faire de la place aux jeunes serait de montrer aux seniors la porte de la sortie. Je passe sur le fait que ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté sur les jeunes. Le résultat, c'est surtout qu'on a aujourd'hui 3 fois moins de chances d'être appelé en entretien d'embauche passé 50 ans. Qu'après 60 ans, le taux d'activité en France plafonne à 35%, quand il culmine à 60% ou à 70% pour les Pays-Bas, l'Allemagne et les pays scandinaves. Le sous-emploi des seniors est un gâchis humain monumental sur lequel la France s'accommode depuis des décennies, mesdames et messieurs. L'économie, la société, la nation se privent d'expérience, de savoir-faire, de force contributive et productive. Des salariés qui ne veulent pas seulement transmettre ou mentorer comme s'ils n'étaient bons qu'à ça, mais qui veulent travailler comme les autres, et pour certains le plus longtemps possible, qui veulent faire partie d'une société où l'avenir n'est pas confisqué par l'angoisse du déclassement professionnel. Les fins de carrière, qui est un sujet qui est débattu ici par certains parlementaires, et je les entends, révèlent aussi nos faiblesses collectives en matière de prévention et de conditions de travail. France Stratégie a révélé dans une étude, mais qui a été peu mentionnée d'ailleurs dans ces rangs-ci, que 30% des ouvriers peu qualifiés et 20% des aides à domicile de plus de 50 ans, qui sont loin de la retraite, mais déjà en inaptitude professionnelle. La réalité, c'est que certains métiers ne sont pas tenables toute une vie et que le décalage de l'âge de la retraite ne se suffit pas à lui seul à augmenter le taux d'activité pour certains salariés qui, sans reconversion ou aménagement de poste, n'arrivent pas à l'âge de la retraite de toute façon. Et c'est pour cela que la réforme de 2023, et c'était d'ailleurs un souhait poussé par Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, investit comme jamais sur la prévention de l'usure professionnelle et prévoit que 40% des actifs, pour inaptitude, invalidité et handicap, n'iront pas jusqu'au nouvel âge de départ à la retraite. 40% des actifs. Enfin, je vous parlais d'une troisième anxiété qui a été signalée, évoquée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale sur la situation particulière des femmes, dont on connaît les petites pensions. Parce que les carrières fragmentées et le temps partiel, qui concernent à 80% des femmes, le temps partiel, c'est 80% des femmes qui sont concernées, pèsent à la fois sur les rémunérations des femmes et au final sur leurs pensions. Et l'usure professionnelle dont on a parlé, dans certaines professions très féminisées, est souvent trop sous-estimée. Les femmes représentent 60% des 50-67 ans des personnes qui sont ni en emploi ni à la retraite. Alors oui, je le répète, les anxiétés sont légitimes. Il faut les entendre et il faut surtout continuer de répondre, non pas en proposant des chimères ici, un peu partout, mais en changeant le monde du travail ici et maintenant. Et c'est de cela que j'aurais aimé débattre avec vous ce matin. Au cours de ce premier mois au gouvernement, j'ai rencontré à 2 fois les organisations syndicales et patronales. Une première fois avec le Premier ministre qui souhaitait les rencontrer avant son discours de politique générale.
une fois seuls, dans leurs sièges respectifs d'ailleurs, pour montrer mon attachement au dialogue social et donner suite à cette déclaration de politique générale. À notre invitation, les partenaires sociaux ont commencé à négocier sur l'emploi des seniors et sur l'assurance chômage. Ils le font en ce moment même. En plus d'être souhaitable, cette discussion est possible, voyez-vous. Et les pistes d'aménagement, exactement, les pistes d'aménagement dont les partenaires sociaux peuvent s'emparer sont nombreuses. Il faut permettre aux seniors de se maintenir dans le monde du travail. C'est ce que peuvent par exemple permettre les retraites progressives que le Premier ministre a ouvert, des nouveaux contrats seniors, de nouveaux cumuls emploi-chômage. Quand la norme devient de travailler jusqu'à 64 ans, la fin de carrière ne peut plus se prévoir à 50 ans ou à 55 ans. Travailler plus longtemps, s'il vous plaît. Travailler plus longtemps, ça se prévoit et ça doit se préparer très tôt. On parle ici de prévention, de mécanismes de transition collective, d'entretien d'orientation de mi-carrière, ces outils qui deviennent absolument indispensables. Et sur ces sujets, comme l'a indiqué le Premier ministre, des aménagements justes et raisonnables sont possibles. Il a parlé des retraites progressives, il a parlé également de l'usure professionnelle et des pensions des femmes. En conclusion, je dirais que la retraite, c'est là que se cristallise la singularité de toute une vie au travail. L'âge auquel on a commencé à travailler, une carrière plus ou moins rectiligne, la nature des métiers exercés, les historiques de rémunération, les histoires personnelles aussi, ponctuées de naissances et d'accidents de la vie. Et la fin de carrière est souvent le miroir grossissant de toute cette vie. Et ce sont de ces questions que nous devrions débattre. Nous ne pourrons plus avancer sérieusement sur ces questions si nous entretenons tous ici, dans cet hémicycle, l'illusion qu'il ne sera pas nécessaire de travailler plus, mieux et plus longtemps. Il y va d'un pays plus productif qui sera en mesure de financer sa protection sociale, ses services publics, ses investissements d'avenir par le fruit de son activité et non pas le recours à l'emprunt ou à l'endettement. Mais l'enjeu de la réforme des retraites va bien au-delà de la question économique. Il y va d'une société qui réponde à l'aspiration de chacun de trouver toute sa place dans le monde du travail, d'en vivre dignement, d'être considéré pour son travail, de ne jamais se sentir ni invisible ni de trop, et ce, à chaque âge de sa vie. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.